des chouchoutes, des jouets et bien d'autres encore. Catimini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact plus 228 90 04 17 03, plus 228 87 16 46 46. Catimini Kids, l'enfance, c'est l'élégance. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à ce rendez-vous de la rétrospective environnementale. Tout de suite, les titres. Le Togo a bénéficié d'un financement de 40 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement pour faire face aux dépenses urgentes dans le secteur énergétique. Ces soutiens permettra au pays de garantir la continuité des services publics d'électricité. L'Algérie franchit une nouvelle étape dans son engagement pour les énergies renouvelables avec le lancement d'un projet ambitieux dans la région minière de Gara-Djebile. Une centrale solaire de 200 MW y est en cours de construction, marquant une avancée stratégique pour le pays dans sa transition énergétique. Le sommet SOS Océan s'est tenu à Paris les 30 et 31 mars dernier. À l'issue de celui-ci, les intervenants ont été unanimes. Ils ont fixé des priorités pour la protection des océans. Le Togo réaffirme son engagement pour une gouvernance publique plus efficiente, inclusive et respectueuse de l'environnement. C'est dans cette perspective qu'un atelier de formation a été initié le 24 mars dernier à l'endroit du personnel des institutions et ministères. Pendant 4 jours, les participants ont été outillés sur les fondamentaux de la budgétisation verte et les méthodes essentielles permettant d'intégrer les enjeux climatiques dans le cycle budgétaire. Irène Papadina. Dans le cadre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, l'État togolais intensifie ses efforts pour moderniser l'administration publique. L'une des innovations phares est la budgétisation verte, qui aligne progressivement les dépenses publiques et les enjeux environnementaux et climatiques. Ce document servira de référentiel national pour guider l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics dans la préparation de leur propre budget respectueux du climat et de l'environnement. Pour rendre cette démarche opérationnelle, le gouvernement a organisé un atelier de formation de 5 jours, réunissant une 60aine de participants issus des différents ministères et institutions. L'objectif principal était de les initier aux fondamentaux de la budgétisation verte en leur fournissant des outils et des méthodologies nécessaires pour intégrer les enjeux climatiques dans les cycles budgétaires. Il s'agit également de favoriser l'analyse d'impact environnemental des dépenses publiques, d'encourager l'échange de bonnes pratiques et de créer un réseau de collaboration interinstitutionnelle. L'atelier a été placé sous la supervision du directeur général du budget et des finances, Essokiza Anakba, et représenté à l'ouverture par Koué Akouvi Valérie, point focal national de la budgétisation verte. À l'issue de cette formation, les participants seront pleinement outillés pour intégrer efficacement la budgétisation verte dans leurs documents financiers, renforçant ainsi la capacité du Togo à adopter des politiques budgétaires responsables. En structurant un cadre budgétaire sensible aux enjeux climatiques, le Togo pose les bases d'une transition écologique durable et d'une croissance économique résiliente face aux défis environnementaux. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a fait une rencontre avec une mission d'inspection de la Commission européenne. Les discussions étaient centrées sur l'élaboration de nouvelles pistes de collaboration et l'avancement des projets environnementaux. Cette rencontre se situe dans le contexte du partenariat entre le Togo et l'Union européenne. Honoré Kata. Dans un contexte où le changement climatique,
devient de plus en plus menaçant pour les écosystèmes et les populations, le Togo poursuit ses efforts pour renforcer sa résilience face aux défis environnementaux. Récemment, une mission d'inspection de la Commission européenne, conduite par l'ambassadeur de l'Union européenne, a permis de faire le point sur plusieurs projets environnementaux financés par l'Union européenne, notamment le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. D'un montant de 30 millions d'euros, ce programme a pour objectif d'aider le Togo à mieux gérer ses aires protégées, tout en renforçant la capacité des populations à faire face aux effets du changement climatique. Parmi les sujets abordés lors de cette rencontre, la gestion des aires protégées a occupé une place centrale. Des avancées notables ont été réalisées, malgré des débuts difficiles, grâce à des ajustements qui ont permis de garantir un déroulement fluide des projets. Les aires protégées de Fazao Malfa Kaza, Abdoulaye et Togodo, des zones sensibles, bénéficient désormais des stratégies renforcées pour préserver leur biodiversité et assurer leur gestion durable. Ce travail s'accompagne de la création prochaine d'un office national des aires protégées, une initiative qui vise à structurer davantage la gestion des espaces naturels vitaux. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du partenariat renouvelé entre le Togo et l'Union européenne depuis 2021, marquant une volonté commune de protéger l'environnement tout en soutenant les communautés locales. L'Union européenne continue ainsi de jouer un rôle crucial dans les efforts du Togo pour lutter contre les effets du changement climatique, renforçant à la fois les capacités techniques et la gouvernance dans le secteur de l'environnement. Ces projets, soutenus par un cadre juridique en évolution, ouvrent la voie à un avenir plus durable pour le pays. L'exécutif togolais poursuit son projet stratégique de création d'une usine locale de production d'engrais avec pour ambition de valoriser ses ressources naturelles et de stimuler la production agricole nationale. Le ministère des Mines a une fois confirmé les démarches en cours avec la réalisation des études de faisabilité et la mise en place de partenariats publics-privés pour le financement du projet. Cette usine, une fois mise en place, va permettre de produire localement des engrais adaptés au sol togolais et de réduire la dépendance aux importations. Les détails de Léon Sabre. Le projet stratégique de création d'une usine locale de production d'engrais, entamé par le gouvernement togolais, poursuit son chemin. L'objectif est de valoriser ses ressources naturelles et de stimuler la productivité agricole nationale. Le ministère des Mines a confirmé la semaine dernière que les démarches ont été engagées dans ce sens. Une étude de faisabilité et la mise en place de partenaires publics-privés sont en cours pour financer le projet. Cette vision permettra de transformer de façon structurelle l'économie. Le phosphate est actuellement majoritairement exporté à l'état brut, ce qui limite sa capacité de productivité. La création de cette usine est une occasion pour le gouvernement d'amorcer une industrialisation de la chaîne de valeur qui va permettre de produire au niveau local des engrais adaptés au sol togolais à des coûts maîtrisés et de réduire la dépendance aux importations. La mise en service de cette unité industrielle devrait booster l'économie et réduire l'impact des exploitations sur le sol. Elle offrira des emplois directs et indirects dans le secteur minier, industriel et agricole. Les capacités locales de transformation des matières premières seront également renforcées. La production locale d'engrais à base de phosphate sera un accélérateur de fertilité des sols et de rendement agricole. Ceci contribuerait à consolider la sécurité alimentaire et à encourager les petits producteurs. Selon le rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE de 2022, le Togo a exporté 1 782 665 tonnes de phosphate qui a généré 157,6 milliards de francs CFA. Transformer cette ressource sur le plan local pourrait accroître significativement ses recettes. L'installation de cette usine assurera la souveraineté agricole et industrielle du pays. Rappelons que le Togo est dans une démarche de développement durable et intégré. Il mise sur ses richesses naturelles pour construire une économie plus résiliente et inclusive. Confronté à une crise énergétique sans précédent, le Togo bénéficie d'une subvention
de 40 milliards de francs CFA de la Banque ouest africaine de développement. Ces fonds viennent soulager les dépendances du secteur énergétique et serviront à renforcer la continuité des services publics d'électricité. Honoré Kata. Pour soutenir son secteur énergétique en crise, le Togo a récemment obtenu un financement de 40 milliards de francs CFA de la Banque ouest africaine de développement. Annoncé lors de la 145e réunion du conseil d'administration de la BOAD à Lomé, cet appui financier est destiné à garantir la continuité du service public d'électricité dans un contexte particulièrement difficile. En effet, les perturbations d'approvisionnement, notamment en provenance du Nigeria, mettent à mal la stabilité énergétique du pays et le financement vise à régler les factures impayées qui risquaient de plonger la société dans une crise encore plus profonde. Ce soutien financier fait écho à une première intervention de la BOAD en 2020 où 25 milliards de francs CFA avaient déjà été alloués à la société pour répondre à des problèmes similaires. Cependant, malgré ces aides successives, la compagnie continue de faire face à d'importantes difficultés financières. La société reste en grande partie dépendante des importations d'électricité, notamment du Ghana et du Nigeria, ce qui fragilise l'approvisionnement en énergie du Togo. Cette situation expose le pays à des risques d'instabilité énergétique qui pèsent sur l'économie et sur la vie quotidienne des Togolais. Face à ces défis, des réformes structurelles ont été mises en place au sein de la société pour redresser ses finances et améliorer la gouvernance du secteur. En parallèle, le Togo mise sur la diversification de ses sources d'énergie avec des projets solaires et hydroélectriques ainsi que la centrale thermique de Lomé. L'objectif affiché est d'atteindre une couverture universelle en électricité d'ici 2030, un but ambitieux qui nécessitera une gestion rigoureuse et un engagement sans faille de la mise en œuvre des réformes nécessaires. Seule une stratégie cohérente permettra au Togo de sortir de cette impasse et de garantir un avenir énergétique stable et durable. Dans un contexte de validation du rapport de définition des circuits écotouristiques en région maritime, une rencontre s'est tenue la semaine dernière à Lomé entre les acteurs du tourisme et les membres du comité de pilotage du projet R4C Togo. Il était question de promouvoir et de structurer l'écotourisme comme un levier de résilience climatique et de développement économique pour les communautés locales. L'initiative est portée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières à travers l'Office de développement et d'exploitation des forêts, soutenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le point avec Irène Papadina. Le projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, R4C Togo, franchit une étape importante avec la validation du rapport de définition des circuits écotouristiques de la région maritime. La validation du document s'est effectuée mardi dernier à travers un atelier technique réunissant les acteurs clés du tourisme, des ressources forestières et des membres du comité de pilotage du projet. Porté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières via l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF, avec l'appui financier de la FAO, cette initiative vise à diversifier les sources de revenus des populations locales en leur permettant d'offrir des services touristiques adaptés. Selon l'étude présentée, l'écotourisme en région maritime reste sous-exploité alors qu'il représente un atout majeur pour la préservation des écosystèmes et la création d'emplois. Selon Dr Orlando Kojo, la définition des circuits écotouristiques permettra de structurer l'offre en mettant en lumière des lieux emblématiques comme les forêts sacrées, les réserves transfrontalières, les méandres d'Agbetika, le grand parc de Togodo et les mares d'hippopotames d'Afito. Au-delà de la valorisation du patrimoine naturel, l'écotourisme a un impact direct sur l'économie locale. Les visiteurs qui viennent des communautés achètent des produits artisanaux, logent sur place et ramènent des souvenirs. Cela crée des emplois et dynamise les activités locales. Grâce à cette étude, il sera désormais possible à un touriste étranger d'anticiper son voyage en consultant en ligne les circuits disponibles.
Ce travail s'inscrit pleinement dans les composantes 2 du projet R4C Togo qui vise une gestion côtière intégrée pour restaurer les écosystèmes dégradés et améliorer les moyens de subsistance des populations locales. Il contribue directement à l'activité dédiée au bilan des initiatives écotouristiques autour du lac Togo et à l'identification des circuits prometteurs. En somme, ce travail marque une avancée stratégique dans la structuration du tourisme durable au Togo. En impliquant les communautés locales et en valorisant les écosystèmes, il ouvre la voie à une croissance économique résiliente et à une meilleure conservation des ressources naturelles. Le changement climatique a de graves conséquences sur les populations les plus vulnérables, en particulier les enfants. Pour renforcer la résilience de ces populations face au climat extrême, le gouvernement togolais décide de mettre en place une stratégie nationale permettant d'intégrer la protection des enfants dans les politiques climatiques. Léon Sab. Au Togo, les enfants sont en première ligne des victimes des aléas climatiques. Lors des inondations surtout, il leur est difficile d'avoir accès à leurs différentes écoles. Les autorités, étant conscientes de leur vulnérabilité, préparent une stratégie nationale qui permettra d'intégrer la protection des enfants dans les politiques climatiques. Par ce plan d'action, le gouvernement entend renforcer la résilience des plus jeunes, adapter les infrastructures scolaires aux catastrophes et sensibiliser les enfants ainsi que les communautés à la gestion des risques climatiques. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, Kofi Awofo Dimizo, a indiqué que les besoins seront identifiés pour pouvoir mettre en place les actions nécessaires pour aider les enfants à s'adapter aux risques climatiques. À travers cette initiative, le Togo vise à fournir une réponse durable aux défis climatiques en plaçant l'enfance au cœur de ses priorités. L'actualité, c'est aussi la construction d'une centrale solaire de capacité 200 MW dédiée à l'exécution du projet d'exploitation du gisement de minerais de fer de Gara-Gébilé en Algérie. La centrale vient soutenir le développement de l'exploitation du fer et renforcer l'indépendance énergétique du pays. Les travaux de réalisation de ce projet prendront fin d'ici 2 ans. Lancé en 2023, le projet d'exploitation du grand gisement de minerais de fer de Gara-Gébilé en Algérie va reprendre bon train grâce à un projet de centrale solaire. En effet, la construction d'une centrale solaire de capacité de production de 200 MW destinée à ce site a été annoncée par les services de la wilaya de Tindiouf le 29 mars 2025. Elle sera dotée d'un système de batterie de stockage de l'électricité susceptible d'alimenter en permanence les installations minières, même durant les perturbations climatiques. Elle servira également à renforcer la part des énergies propres dans le mix énergétique du pays. Le choix de la centrale solaire pour la concrétisation du projet d'exploitation de minerais de Gara-Gébilé s'explique par les atouts naturels que dispose la région, comme par exemple l'ensoleillement et la disponibilité de larges surfaces nues. Outre son intérêt écologique, cette centrale de genre à l'échelle nationale présente de multiples avantages pour les habitants de la région de Tindiouf. Il est également prévu la construction d'un chemin de fer long de 95 km pour acheminer le minerai vers la commune de Béchar et les ports de l'ouest du pays. L'entreprise chinoise China Railway Construction, chargée des travaux, n'a que 24 mois pour mettre en place la centrale sur un parc solaire de 400 hectares. Face à la menace des microplastiques envahissant les océans, des scientifiques japonais ont développé un nouveau plastique révolutionnaire qui se décompose rapidement dans l'eau de mer. C'est un exploit historique pour l'environnement qui promet de transformer l'approche des solutions plastiques. L'utilisation régulière du plastique dans notre quotidien entraîne la production de déchets qui se retrouvent en masse dans les océans.
L'incidence néfaste de ces particules plastiques sur les écosystèmes et la santé pousse à chercher à les éliminer, mais aussi à trouver des alternatives à leur utilisation. À ce sujet, des chercheurs japonais ont décidé de changer la donne dans le domaine des plastiques afin de réduire la pollution marine. Ils ont élaboré un nouveau procédé visant à changer l'utilisation des sachets plastiques avec une solution éco-responsable. Contrairement au plastique classique qui dure pendant des siècles dans la nature, le nouveau plastique fonctionne avec des interactions qui se renouvellent constamment. Il est fabriqué à partir de monomères ioniques comme le sodium hexamétaphosphate et un monomère basé sur l'ion. La particularité de ce nouveau plastique est qu'il se dissout en présence des électrolytes présents dans l'eau de mer. En effet, les ponts salins se dissolvent, ce qui fait s'écrouler la structure et le plastique se décompose en composés non toxiques qui sont métabolisés par les bactéries. Ces monomères peuvent également être métabolisés par les bactéries, ce qui rend le matériau non toxique et non inflammable. Le plastique supramoléculaire peut être remanié à partir de 120 degrés Celsius, offrant une grande souplesse en termes de dureté et de résistance à l'attraction. Il se désagrège complètement dans le sol en seulement 10 jours tout en y apportant du phosphate et de l'azote. Grâce à sa capacité à se dégrader naturellement en mer, le matériau peut être également utilisé pour fabriquer des filets de pêche, des emballages marins, des conteneurs jetables pour les zones côtières ou pour des équipements nautiques, contrairement à la vaisselle en plastique qui pose des problèmes environnementaux. L'utilisation à grande échelle de ce nouveau plastique pourrait nettement réduire ces quantités déversées en mer, ce qui permet de préserver la santé des écosystèmes marins et celle des humains. Le projet a été mené par une équipe de recherche au Riken Center for Emergent Matter Science avec à la tête Takuzo Aida. Elle a été publiée dans la revue Science. Un tremblement de terre dévastateur a frappé le centre de la Namibie vendredi 28 mars à 2025. Le séisme de magnitude 7,7 a fait environ 2000 morts. En plus de ce bilan humain très lourd qui devrait encore évoluer, les dégâts dans le pays sont considérables. Plusieurs personnes sont également portées disparues. Vivace Amana. Les jours passent et le bilan du séisme qui a frappé la Birmanie continue de s'alourdir. Le dernier fait état de plus de 2000 morts et près de 4000 blessés. Affaibli par la guerre civile, la Birmanie appelle à l'aide internationale. Le pays a été frappé par un puissant séisme de magnitude de 7,7 le vendredi 28 mars 2025 qui est classé par l'OMS au plus haut degré de ses urgences. Pendant ce temps, la Croix-Rouge a lancé un appel pour récolter plus de 100 millions de dollars. 3 hôpitaux sont détruits dans la capitale et 22 sont endommagés. La situation complique les possibilités de porter secours aux survivants et aux blessés. Les services d'urgence sont toujours à pied d'œuvre, mais craignent le développement d'épidémies de choléra. Actuellement, l'aide humanitaire internationale est acheminée depuis l'Inde et la Chine par avion. Une semaine de deuil a été décrétée par la junte au pouvoir en hommage aux victimes de cette catastrophe. Retenons que le séisme qui a secoué la Birmanie a également touché la capitale thaïlandaise Bangkok, où le bilan s'élève actuellement à une vingtaine de morts. Les 30 et 31 mars dernier, la France a accueilli le sommet SOS Océan, un événement international organisé par l'Élysée qui a réuni des scientifiques, des décideurs politiques et des organisations internationales à Paris. L'objectif était de rappeler au monde entier l'importance du Grand Bleu et de définir les enjeux de protection des écosystèmes marins confrontés aux immenses périls. Vivace Amana. L'importance et le rôle crucial du Grand Bleu ont été à nouveau rappelés les 30 et 31 mars 2025 à Paris en France lors du sommet SOS Océan. L'événement a réuni plusieurs acteurs indispensables, notamment les scientifiques et des représentants de la société civile. Ensemble,
Ils ont tiré la sonnette d'alarme sur les dangers encourus par les océans dans le monde devant quelques personnalités politiques, dont le président français Emmanuel Macron. SOS Océan est un cri d'alerte lancé sur la base des dernières données scientifiques. Il était aussi l'occasion de dresser un bilan de santé des océans. Selon certains scientifiques, tous les indicateurs de la santé des océans continuent de pointer dans la mauvaise direction. Ils précisent qu'il faut plus de politique pour créer plus de zones marines protégées et reconnaître l'importance de mesures économiques pour punir les acteurs et les économies qui continuent de détruire l'océan. Rappelons que les activités humaines sont les principales causes du mauvais état de nos espaces marins, surtout la pollution, la surpêche, le réchauffement climatique, l'élévation du niveau de la mer et la disparition des espèces marines. Ce sommet qui s'est déroulé dans la capitale française a été l'occasion de préparer les esprits à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Celle-ci se déroulera dans 2 mois dans la ville de Nice, toujours en France. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous qui nous suivez. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous. Green TV International, we revive the environment.